C'est bon? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui fait une question d'introduction? Allô, Arena. Ah, Voilà. putain, Mon bug. Mais oui. Je me suis dit, je vais être discret et tout. Toujours toi. Question T'as la chance, d'introduction. Moussa, la première question est pour toi. Patrick. Il était pas prêt. J'étais pas prêt, je suis toujours prêt à arrêter Je peux parler près du micro ou là on m'entend quand même? On t'entend bien. Ah, ça c'est bon, bon. c'est parfait. Patrick, Ouais. premier ressenti après cette victoire. Beaucoup d'animosité sur les réseaux, pas forcément de ta part. Donc, qu'est-ce que tu ressens là actuellement? Bah, on va dire pour moi, je pense que c'était la première expérience avec un fight, avec du trash talk contre moi. C'était spécial à vivre. Et je pense que je suis encore un jeune combattant, du coup j'ai encore plein de choses à apprendre. Surtout mentalement, pas rentrer dans... Enfin, faut pas que ça t'atteigne quoi. Moi je l'ai vraiment pris personnellement en mode ah ouais, je suis un mec des réseaux et tout. Genre, je me suis dit, ah, on m'a pas respecté en tant que combattant. Et je l'ai senti un peu comme un manque de respect à ce que j'ai accompli. Enfin, je veux dire, j'ai quand même été premier francophone, être champion du monde, etc. Du coup, ça m'a un peu, pas blessé, mais on va dire, je me suis dit, ok, j'ai quand même envie de prouver certaines choses en combat. Mais là, maintenant, j'ai déjà eu l'expérience. En tant que co-main event devant 10 000 personnes, c'est cool. Je sais ce que ça fait maintenant, cette pression-là, et c'est cool maintenant de savoir que je peux la subir et que de bonne augure pour le futur. C'est nickel. C'était une question, vas-y. On veut évidemment savoir la suite pour toi. C'est quoi que tu veux et quand tu vas combattre en 2025? Metz, février déjà. Ouais. Ok. Le 7 février, c'était déjà annoncé même avant le PFL du coup. Le 7 février à Metz. Franchement, je crois que j'avais dit, j'ai beaucoup évolué récemment. Je suis content de passer du temps dans la cage. J'ai pris du plaisir aujourd'hui. Je pense que ça s'est vu. Je frappais, je souriais. Je faisais un peu le matador. C'était assez chouette. Je sens que j'ai beaucoup évolué sur pas mal d'aspects de mon jeu. Il y a encore des trucs que vous n'avez pas encore vus, vu que là c'est encore un chaos. Du coup, j'ai pas encore montré tous les autres aspects. Mais ouais, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis en train d'évoluer, plus ma gestion de combat, etc. Du coup, le 7 février à Metz, ça va être vraiment un bordel. Les gars, je suis en main event. Comment dire? Je suis un combattant actif. Vous avez vu, je vais recombattre dans un mois. Je fais que combattre, m'entraîner. Et prenez vos places. En plus, c'est pas loin de la Belgique, donc prenez vos places. J'ai envie de mettre KO. La vérité, je vais pas vous mentir. Pour rester sur le KO, Ouais. là tu le mets en contre, c'est un assez beau KO. Ouais. Et ta réaction derrière, est-ce que tu te l'étais dit avant le combat de partir dans le public comme ça? C'était un peu exceptionnel. Non, je ne referai plus ça. De sauter dedans. Je me suis fait engueuler. Non, mais en vrai, non. C'était un peu. Je suis un combattant qui a deux personnalités. Il y a moi, comme vous voyez ici, je suis hyper chill, je rigole beaucoup. Mais dans la cage, je tends à dire et je suis persuadé que je suis pas vraiment moi-même. C'est-à-dire qu'il y a une autre, on va dire, l'autre personne qui prend part. Et cette personne-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment méchante. Et très euphorique. C'est-à-dire que moi, quand je cours, c'est pas, je kiffe. J'ai même pas envie de rester du temps en dehors, j'ai envie de me péter. Tu vois. J'ai vraiment envie de ça. Et quand je l'ai mis KO, je vous jure, c'est la première fois de ma vie, j'ai visualisé un KO. Dans le vestiaire, je répétais. Mon sparring partner l'a pris à l'échauffement. Et du coup, dans la chambre d'hôtel, à 3h du matin, je répétais le truc. Et je vous jure, j'étais persuadé que j'allais mettre ça. Et c'était un peu à la Conor McGregor, quoi. Un truc de fou malade. Tu sais, quand t'as la vision du truc. Et en plus, j'ai vu la vidéo, esquive, boum! J'ai dit oui! Arrête, arrête, c'était fini. Dans ma tête, c'était fini. Quand l'arbitre il est venu, je sais même pas où est-ce que j'ai couru. J'ai même pas couru vers mes potes. J'ai couru dans le public. Pour un coup, il y aurait des mecs qui m'auraient frappé, tout ça. Faut pas faire ce genre de truc. Donc les jeunes combattants, ne faites pas ça. Restez dans la cage. Restez toujours dans la zone de combat. Mais en tout cas, je pense que c'est la symbiose avec le public. J'ai rarement été accueilli comme ça dans des salles. Ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même... Vous savez, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de gens qui nous kiffent. Et merci à vous les médias déjà pour ce que vous faites. Question. Jordi Yeste Mamei, félicitations par ta victoire, tout est spectaculaire dans la cage. Tu nous as transporté dans une performance digne de Michael Venom Page à son apogée. Merci. Qu'est-ce que tu as ressenti en obtenant une victoire par KO de manière aussi brutale? Je pense que le Belgian Bomber, ça vient de là. J'ai mis 4 KO en 4 jours. En 2022, c'est de là que tout le monde a découvert mon nom et depuis j'ai toujours continué à finir les gens. Je suis un mec qui finit, mais je suis plus qu'un mec qui met KO offensif, je suis un mec qui met KO même en reculant et ça je pense que c'est assez rare dans les MMA. Donc ouais, je l'ai toujours dit, je frappe vraiment fort pour ma catégorie et je pense que là je suis même pas qu'au début de ce que je vais faire dans ma carrière et je le sens que j'ai évolué parce que le KO que j'ai mis aujourd'hui,
c'est un vrai KO de high level en MMA. Et ça me fait plaisir. Quand j'ai vu la vidéo, tu sais, quand on est dans le truc, on le voit pas, nous. Donc, mais quand j'ai vu la vidéo, j'ai vu 2 esquives, boum, contre. J'ai dit, ah ouais, là, je commence à être dans un level où c'est des beaux KO à voir. Et c'est ce qui me fait plaisir. Du coup, ça me fait plaisir que tu me compares à Michael Venom Page, bien que je pense que je suis encore au début de ma carrière. Mais bon, 5-0, 4 KO. Et on continue. Merci beaucoup. Jules Daoul pour Boxing Academy. Justement, tu peux nous parler un peu de ta stratégie pour amener ce KO là. On a vraiment vu que tu l'as tendu un piège au fur et à mesure pour qu'il se jette sur toi. Donc, c'était quoi un peu ton game plan au fur et à mesure des rounds pour revenir à ce que tu avais préparé? Écoute, moi je suis comme une PlayStation. Il a la manette. Moi je suis là. Fais ça, ok. Fais ça, ok. Du coup, bah, vous l'avez vu même à l'ARES, hein, quand il m'a dit droite au corps, KO. Là ici, le truc c'est qu'on sait qu'on a step up. C'était un mec qui n'a jamais été fini dans toute sa carrière. Il n'a jamais mis KO, black belt. Il venait d'un KO il y a un mois. Il a mis KO son dernier adversaire, 4 KO consécutifs. 4 KO, je pense qu'il avait. Je pense. Ouais, donc du coup, il était vraiment dur au mal. Mais je savais qu'il allait rentrer à fond dès le premier round. Je savais qu'il allait vouloir rentrer à fond, mais j'ai une conviction, si tu n'es pas un KO puncher et que tu donnes 100% à chaque fois, à chaque coup, dès le début du combat, tu vas vite te fatiguer. Et dans ma tête, avec mon coach, moi je connais mon cardio. Je peux te mettre KO au 3e round comme au premier round en 10 secondes. Ça veut dire que c'est pas quelque chose que je force. Donc on a senti qu'au premier round, il voulait faire la guerre. Et je me suis dit, mon gars, t'as peut-être vu le PFL contre Claudio Pacella, mais j'ai de la caisse. T'inquiète pas que ça va durer longtemps. Et si tu tiens pas le rythme, c'est toi qui vas te retrouver au fur et à mesure à devenir lent. Et moi, j'ai les yeux. Et donc, premier round, on a vu que c'était la guerre, c'était serré. Au 2e round, vous avez vu la différence directe. Direct, il avait les bras ballants. Et au 3e, en fait, j'étais juste en train de savoir, chercher c'était quand le moment où j'allais mettre KO. Mais je suis content de l'avoir mis de cette façon-là. Olivier pour Boxmag, félicitations à ce KO, comme tu dis, exceptionnel, hein, franchement vraiment du très haut niveau. Merci. Je voulais savoir, tu as boxé à 75 kg, donc un poids intermédiaire. Ouais. Est-ce que tu t'es senti un peu différent par rapport aux autres fois, peut-être plus lourd, moins bien? Non, c'est juste qu'en fait, vu la courte durée lorsque ça a été fait pour le fight, bah pour lui, il venait d'un fight aussi. Du coup, les 2 équipes se sont mis d'accord pour avoir un catchweight. C'était compliqué de trouver quelqu'un, faire 70 kg. Et pour moi, parce que le PFL a eu du mal à trouver un adversaire, c'était assez compliqué de trouver quelqu'un. Nous, on attendait. Du coup, vu qu'on attendait, ben, au fur et à mesure que tu n'as pas de combat, c'est difficile de faire une diète et d'être savoir dans quelle catégorie tu vas combattre. Mais on voulait quand même pas faire non plus 77 kg parce que c'est pas ma caté. Moi, je suis en 70. Et donc, du coup, vu que lui sortait de son combat, ben, on s'est dit, ben, écoute, pour que lui ce soit pas trop dur, on fait un catchweight. Ben moi, vu que c'était vraiment, je crois, ça a été annoncé à quoi, 3 semaines 3 semaines de l'événement, c'est un peu court pour pouvoir faire une grosse diète. Je suis quand même un gros lightweight, je mesure 1m85, 86, donc je suis grand, je pèse lourd, du coup, ouais, voilà, vu tout ça, on a fait un catchweight. Mais mon prochain combat, c'est 70. Donc, il aurait quand même pu faire le 70, puis au final, le cut était quand même assez facile. Mais c'était surtout pour Cataline, étant donné qu'il vient d'un combat, vous voulez qu'il arrive vraiment en forme pour délivrer une performance, et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui d'ailleurs. Je voulais, pardon. English? yeah, I can do in English, don't worry. Aussi en anglais. Yeah, no problem. Yeah, I always tell people outside of Europe that there's a whole world of MMA that they don't know about, with like excitement, with a fan base, you know, Yeah. and you showed that today as well. Yeah. What does it take to garner such a fan base, and what would you tell the people abroad? I feel blessed. Like, honestly, it's surprising to have that much fans at my young age, you know, and it's a big pressure on my shoulders too. That's why I told everyone, like, I didn't sleep that yesterday. I was like, God damn, 10,000 people. And I know they came, when they signed me, PFL told me, like, we sign you, boom, people were coming, taking tickets. I'm like, whoa. And I was walking to the cage and I heard a lot of people shouting and I was like, whoa. Like, I'm that guy? No. You know, in my head, I'm still a kid in MMA. I've been professional since January, so it's not even 1 year. I think it's 11 months. So it's my first year in professional, 5 fights, 5-0. I said I'm going to be 5-0 before 2025. I keep my word, so I'm just happy and thank you to everyone in the world sharing for me. Let's make this go viral. Yeah, I think that knockouts, might be going viral, but at the end of the day, it's just like, you know, when you work hard and even when you stress, when you have fear and you just, okay, and you're in the cage and you heard your coach like, this is the time, you've been working for this,
keep it, it's gonna come. And that's why I love him, because even when we are in the cage, we look at each other, and he told me like, you're gonna get him. And I'm like, yeah, I'm gonna get him. And then, Trust your eyes. yeah, he told me like, trust your eyes. And I'm like, okay, I'm gonna trust my eyes. And then, you know, rounds after rounds, I'm starting to see the shots. And then you connect, and then it's crazy. Ah, j'ai bossé mon anglais, wesh. Pas l'anglaise, il y a l'anglaise. Pardon du coup, mais est-ce que tu peux dire ce que tu as dit en français? Je venais de dire qu'il disait par rapport au KO qui sûrement deviendrait viral. C'est juste que je pense le sentiment de mettre KO quelqu'un, c'est bien, enfin c'est cool, ça fait plein de bruit, etc. Mais c'est plus, moi c'est plus le travail derrière. Et le fait que chaque fois que je monte dans la cage, moi j'ai envie de démystifier un peu ce truc de faire genre on est des Terminators et tout. Enfin moi je pense qu'il y a pas mal de combattants, on a peur avant le combat. En tout cas moi j'ai pas peur de le dire. Mais Patrick a peur, pas le Belgian Bomber. C'est ça la différence. C'est ça qui est beau, c'est que entre quand je suis dans le vestiaire, où je peux encore avoir peur, avoir des doutes, etc. Et le moment où je fais cette marche, les gars, je vous jure, il y a un switch qui se passe. Et le sprint, c'est un animal qui arrive. Et c'est cool de faire ce travail, de bosser des mois et des mois. Franchement, ça fait 6 mois tout pile depuis mon dernier combat, vu que c'était le 14 juin. Et en 6 mois, je vois vraiment là où j'ai évolué, je vois vraiment ma maturité dans la cage, où là, je n'étais pas fatigué. Vraiment, je gérais le combat de A à Z. Franchement, j'ai pu le gérer même avec des jabs. Si je voulais garder avec le jab, j'aurais pu continuer avec le jab. Je souriais parce que je voyais ce qu'il essayait de faire et c'était cool de se dire waouh, je suis plus juste avec de l'instinct, je commence à voir ce qui se passe, comprendre ce qui se passe dans le game. Donc voilà, je pense que c'est de la maturité et ça fait plaisir d'en prendre dans la cage. Et là, j'ai juste hâte d'être le 7 février pour faire une grosse performance encore. Du coup, avant le 7 février, est-ce qu'il va y avoir une coupure ou c'est directement repartir à l'entraînement? Écoute, là, il va juste avoir quelques jours de repos pour récupérer du combat, vu qu'on a fait 3 rounds. Mais je veux dire, dans quelques jours, je reprends l'entraînement. Franchement, je sais pas combien de jours il va me laisser celui-là, mais il va pas me laisser beaucoup de jours. Je le connais, mais ouais, franchement, c'est cool. Moi, je kiffe ce game et j'ai l'habitude en amateur de faire 5 combats en 5 jours. Du coup, maintenant, quand je combats avec 1 mois ou 2 d'écart, je me dis c'est un luxe de ouf. Je me dis c'est un luxe de ouf, les gars. Vous imaginez pas ce que c'est 5 combats en 5 jours. Tu combats lundi, t'es KO, mardi, tu dois y retourner, tu te dis, wow, la galère. Tu vois. Là, je suis bien. Et dernière petite question, est-ce que ce tacos lyonnais, tu vas le goûter maintenant? Je dois aller à la marinade, c'est ça, non? Il faut que j'aille goûter à la marinade. À quelle heure? On m'a dit. Tard, mais par contre, je vous conseille de commander, sinon il y a du monde si vous allez aux heures de pointe. Tu me conseilles quoi? La marinade. Ouais, non, on nous a dit la marinade. Elle est pas dans les. Mais je dois faire attention parce que ce sera 70, t'as capté, tout ça. Ah, si je commence à manger là, fou! Mon gars, moi je vais remonter haut. Hein. Mon gars, c'est chaud. En anglais. Yes. English. Sorry, my voice is gone. I think that finish was spectacular. It was like you were in the Matrix. You dodged his punches, and then you hit him with that hook. It reminded me of Anderson Silva in his prime against Forrest Griffin. Guys, you're saying like big names, please, right? Calm down. I'm just a young guy. Don't say Mikael Velompej, Anderson Silva in the same sentence as me. I'm not on that level because Anderson Silva do it in UFC with the best guys. Me, I'm starting my career, so please. Like, I did a great knockout, but I might have... Stay humble. Yeah, bro. Please. Be humble, brother. Please. I just say what I see. Yeah. But when you were growing up, even now, who was your MMA icons, the legends that you wanted to go after? My number one GOAT was John Jones in the cage because, like, I think I loved the way he was saying, like, embrace the ugly. I don't know if you know the video when he say, like, you have to go through the pain. And I felt it because sometimes when there is big pressure, he was young and big pressure against him. And I think it's the same thing with me. Like, I come here, I know 10,000 people are shouting for me. And I know some people want me to lose, some people want me to win. So it's like big pressure on your shoulder and you're still young. So yeah, you have to embrace it. And of course, I've been training a long time. You know the GOAT also, George St. Pierre. And he trained me. He's like my uncle right now. He texts me, he checks on me quite often. So yeah, it's such a relationship to have that guy looking on me. And I'm like, when we met him in Canada, I never thought he gonna take care of me like that. And now it's like, he told me, he was the first one who told me like, you could be UFC champion. And I'm like, whoa, I was still amateur. And now I'm just trying to work. And one day, inshallah, I will be champion. Nice. And I spoke to you in Paris earlier this year. I'll ask you the same question there. What gear was that performance in? What gear? I think we're starting to get close to the gear 3 now. Okay. I think we're starting to get close to the gear 3 because
For the first time, I've seen the knockout before I do it. Before I was punching, the guy fell. I'm like, okay, now I knew it. I knew it. It was a knockout. Like Haki. Tu as parlé de ton futur, retour en 70. Yeah. Après, toujours en 70. Ouais. C'était juste parce que là c'était spécial. Oui, c'est un catchweight. Là, tu retournes dans ton pro officiel. Ouais. 70. Concrètement, c'est quoi la suite? Après février, bien sûr, après février. Okay. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est simple. Ici, j'ai le combat de février qui était annoncé avant. Du coup, là, mon focus, il est principalement là-dessus. Après, c'est une surprise pour personne. Vous avez tous vu la vidéo. J'ai signé plusieurs combats avec le PFL. Du coup, on va revenir avec le PFL. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont réorganiser après février. Il y aura le Ramadan. Du coup, ce sera d'office après le Ramadan. Soit ce sera vers la période de peut-être mai, juin, ou bien il y aura peut-être septembre. Mais ça, je ne sais pas si je peux tout dire. Moi, en fait, tu peux pas dire. Comment on te regarde, tu peux pas dire. T'as aimé la pression. Moi, je vous jure, la vérité, si c'était moi j'aurais déjà pour câble le PFL. Moi, ça veut dire juste on met la pression. Des fois, je reçois des coups de pression. Je dis vas-y, c'est bon, je dis rien. Mais en vrai, franchement, si je peux vous dire, l'annonce du PFL, c'était une dinguerie. Il y a du très très lourd qui se prépare. Très très lourd pour l'année 2025 avec le PFL. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ferai un coup de pression. Non, je vais prendre un coup là. Moi, je voudrais du coup finir sur ça par rapport à ta dernière question. Ah ouais. Encore une fois, après ton combat, tu as parlé des peuples oppressés et de la paix. Ouais. Et c'est vraiment un message qui, je trouve, est vraiment très important et vraiment exceptionnel. On a parlé d'un mec de 23 ans. Je voudrais que tu nous dises un peu, que tu parles un peu sur ce sujet encore. En fait, moi dans ma tête, je me dis, je sais que ma voix, voilà, j'ai plusieurs centaines de milliers de followers et puis on est tous dans notre vie tous les jours. Enfin, on se lève le matin, on travaille, on a nos problèmes, chacun a ses problèmes. Mais des fois, ça passe sur Insta, on regarde la vidéo, puis après on swipe et puis on retourne à notre vie. Mais j'essaye qu'à certains moments, je sais que dans ma vie, par exemple, comme aujourd'hui, il y a peut-être 30 minutes, pendant 2 minutes, j'avais 10 000 personnes qui étaient en train d'écouter ce que j'allais dire. Et il y en avait peut-être des centaines de milliers sur les réseaux sociaux qui étaient en train d'écouter ce que j'allais dire. Et donc, là, à ce moment-là, ils n'auraient pas eu le temps de swiper ce que j'allais dire. Du coup, je me suis dit, on va forcer quand même. Et je pense que si tout le monde, de temps en temps, se rappelle, déjà si on se rappelle de ce qui se passe dans le monde, c'est le plus important parce qu'au final, moi, en tant qu'humain, comme je l'ai dit la dernière fois et que je l'ai répété à plusieurs de mes combats, quand je rentre dans la cage avec Cataline, on est tous les deux d'accord pour se faire une guerre. Moi, quand je vois des petits-enfants qui reçoivent des trucs horribles, franchement, j'ai pas d'enfant, je suis jeune, mais je veux dire, juste quand je vois ça, j'ai des petits frères et tout, je me dis, waouh, le petit, il a rien demandé. Il demande pas de faire la guerre, il n'est pas consentant. Moi et Cataline, on est consentants s'il y a un chaos, on était tous les deux d'accord qu'on était dans une cage, on est des guerriers, mais des armes face à des enfants, c'est pas logique. Et du coup, que ce soit partout dans le monde, on sait où ça se passe, les zones où ça se passe, c'est toujours les mêmes. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes zones, toujours les mêmes personnes qui sont opprimées. Et c'est comme si à un moment donné, on ne s'était pas habitué, mais on avait juste décidé de fermer un peu les yeux. Donc de temps en temps, une petite piqûre de rappel, je pense que c'est important de garder ce côté humain et de penser à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Félicitations. La marionnette, c'est 1h du matin la marionnette.